Ok. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Alban Jérôme, je suis français, je suis basé au Pays de Galles, près de Cardiff, et je travaille pour Légal& Général, qui est la plus grande compagnie d'assurance en Grande-Bretagne. Donc je suis un habitué de mes jeux quand même, je présente tout le temps. Ok, donc la ma nouvelle présentation, ça va être sur le sujet de comment avoir plus d'influence en tant que web analyst. C'est une question assez récurrente. Beaucoup de web analystes en fait restent pas très longtemps dans leur société parce que ils n'ont pas vraiment l'influence qu'ils souhaiteraient avoir et ils se fatiguent à trouver des recommandations qui pourraient avoir un impact important, mais ça reste lettre morte. Donc on peut comprendre assez facilement qu'un analyste peut en avoir vite marre et peut penser qu'il aura plus de chance dans une société et donner sa démission. Donc je voudrais explorer avec cette session peut-être une piste qui n'a pas été vraiment essayé jusqu'à maintenant, qui consiste à utiliser les effets psychologiques qu'on appelle l'effet IKEA et l'effet de dotation. Donc, ça va être ma session aujourd'hui. OK. Donc, beaucoup de sociétés professent qu'elles souhaitent pouvoir prendre des décisions sur la base des données plus que ce que le font à l'heure actuelle, ou qu'elles le font déjà. Mais souvent, en fait, elles demandent beaucoup trop de choses de la part des candidats qu'elles recherchent. Elles recherchent quelqu'un qui a le sens des affaires, qui sait visualiser les données, qui sait raconter des histoires sur la base des données également, et qui connaît toute une palanquée de produits, une douzaine de plateformes d'analyse web, de solutions d'A/B testing, euh, publicité, bidding algorithmique et des choses comme ça, qu'en fait, il tient un peu la balle dans le pied parce qu'il ne trouve personne. Et on peut se demander si en fait ça les arrange pas un peu, comme si en fait les sociétés n'avaient pas peut-être un peu peur des données et que ça risque de chambouler un peu comment dire, les relations au sommet de la société, qui a du pouvoir et de l'influence dans les comités de direction par exemple. Et les salaires compétitifs entre guillemets, proposer de travailler 2 jours par semaine à la maison. Avec tout ça, on y pense pouvoir attirer quelqu'un, mais en fait, je pense pas que ça soit vraiment des solutions très adaptées. Et peut-être on part en fait sur de mauvaises bases pour avoir du succès, l'influence avec les données dans les sociétés. Et tout ça pour faire le boulot également. Donc, qu'est-ce qu'on a à la place? Donc, on a des rapports qui sont faits à la main, ça c'est souvent, rapports qui ne sont pas lus, des rapports qu'il faut faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et quand le premier du mois, c'est un lundi, il faut faire tous les rapports, donc pour le mois, pour la semaine et pour la journée. Donc, il y a du pain sur la planche. Il faut faire des tableaux de bord, il faut accepter le fait que les preneurs de décision s'adonnent à piocher des données qui les arrangent plutôt que prendre les données qui pourraient remettre en cause leur certitude. Et avec tout ça, on n'a aucun impact. Donc, on a peut-être donc une autre piste à explorer. Une des choses principales qui poussent les gens à sortir de leur inaction et de leur inertie, on a 2 facteurs principaux. On a des gens qui sont attirés par, on va dire un peu vulgairement, l'appât du gain, qui ont le désir d'appartenir à une classe sociale plus élevée à laquelle ils appartiennent. Alors, social, ça peut être au sens très large, ça peut être au niveau de leur société, ça peut être au niveau de leurs amis, de leur famille. Donc, c'est pas uniquement la société au sens large, mais ça peut être à un niveau plus restreint, donc la société dans laquelle elles appartiennent. Et on a l'inverse de ça, c'est la part du déclassement. Donc, les gens ont peur de perdre leur statut social du fait d'une, je sais pas moi, d'un scandale, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une position importante, qui plonge la société qui l'emploie dans l'embarras et que la société voit sa réputation endommagée, ça peut amener à quelqu'un à perdre son emploi du fait d'une négligence grave. Donc ce sont les 2 facteurs en fait donc, qui poussent les gens à sortir de leur inertie. Et on peut regarder au niveau de l'histoire comment certaines manias et certains engouements et modes, comment elles se sont développées. On peut prendre par exemple comment la pomme de terre a été adoptée comme quelque chose qu'on mange assez couramment, le chocolat, comment il a été adopté en Europe, les tulipes, beaucoup ont entendu parler, donc comment les tulipes à une certaine époque ont atteint des prix astronomiques, le bitcoin, le woke à l'heure actuelle, tout en fait euh, repose sur la même base qui consiste à voir des gens qui veulent prendre
adopter des comportements qui sont plus emblématiques de la classe qui sont au-dessus d'eux. Donc, par exemple, à l'époque des tulipes, on aura des gens qui veulent acheter des tulipes parce qu'ils voient que les classes supérieures ont comment dire, ce hobby, si vous voulez, cette habitude, ce passe-temps, de vouloir collectionner et d'échanger des bulbes de tulipes, par exemple. Le Bitcoin, ok, vous voulez faire partie d'un club de personnes plus restreint qui a un certain nombre de Bitcoin, par exemple, ben, c'est quelque chose qui vous amène à viser vers la classe sociale qui est au-dessus de vous. Le chocolat, c'est un peu la même chose. Ça s'est propagé au niveau des aristocraties, au niveau des cours royales d'Europe, et ensuite ça s'est propagé plus ou moins dans les classes sociales immédiatement en dessous, la classe moyenne, et puis ensuite c'était démocratisé pour tout le monde. La pomme de terre, à la base, c'était un aliment qui était réservé à l'alimentation des animaux. Et Parmentier, donc le fameux Achille Parmentier, Antoine Parmentier, avait été fait prisonnier et pendant, je crois que c'était je sais plus quelle guerre c'était, il a été capturé par les Allemands, les Prusses, et ils lui ont donné des pommes de terre à manger. Et à l'époque, l'idée c'était que les pommes de terre étaient toxiques pour les humains, mais en fait, lui, il était la preuve vivante qu'en fait, que les pommes de terre n'étaient pas du tout toxiques, on pouvait très bien en vivre. Et il a commencé à préparer des recettes à la base de pommes de terre et à même offrir des recettes de pommes de terre à l'aristocratie française. Et ensuite, les gens commençaient à voler les pommes de terre. Puis, en fait, les pommes de terre se sont démocratisées dans le reste de la population. Donc, ça part toujours de là-haut, du sommet de la hiérarchie sociale d'un pays, et ça se propage vers les couches sociales immédiatement en dessous. Et ça se propage, en fait, quand les gens essaient de se hisser socialement. Voilà. Donc, en fait, on pourrait bénéficier dans le domaine digital, en fait, un même phénomène d'engouement qui consisterait à faire appel à ce désir de vouloir se hisser socialement, également à jouer, le cas échéant, sur la part du déclassement, c'est démontrer que les données, en fait, pourront démontrer et justifier les décisions qui ont été prises en fonction des recommandations qu'on a réussi à dégager sur la base des données. Alors, dans les années 50, comment pouvait-on vendre un piano? Alors, c'est un exemple sur lequel je suis tombé au cours de mes lectures. Donc, le piano, à la base, j'ai pas besoin de ton piano. Alors, le vendeur va commencer à expliquer que peut-être que si tu as une pièce dans ta maison euh, dont tu sais pas trop quoi faire, donc il faut déjà avoir une maison, euh, tu pourras dédier cette pièce à la musique, faire ce qu'on appelle une pièce de musique dans la maison. Alors, l'acheteur potentiel commence un peu à se poser des questions, une pièce dédiée à la musique. D'accord, ok. Alors, le vendeur continue à expliquer que avoir une pièce dédiée à la musique dans sa maison, c'est un symbole d'appartenance à une classe sociale plus élevée que à laquelle il appartient. Et il va pouvoir se sentir comme faisant partie d'une classe moyenne supérieure, en ayant une pièce de genre. Alors la question se pose ensuite, d'accord, mais je mets quoi dans cette pièce? euh, et, ah, j'ai sauté un point. Alors, l'autre argument également, c'est que la musique peut améliorer le développement cognitif et rendre les enfants plus intelligents. Donc, si la personne a des enfants, ça va pouvoir faire appel. Ça peut apporter un argument supplémentaire donc pour avoir cette pièce. Et que mettons dans une pièce dédiée à la musique? Il faut un piano. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de ton piano, mais avoir une salle de musique dédiée à la musique, c'est le symbole d'une appartenance sociale plus élevée. Et pour avoir une pièce de musique digne de ce nom, il faut un piano dedans. Donc, le piano en soi est superflu, mais il devient essentiel pour quelque chose de plus gros, de plus important, qui est donc la salle de musique, et qui, elle, en fait, est le symbole d'appartenance. Et ça, c'est un argument de vente qu'à l'époque, dans les années 50, 60, une personne pouvait entendre. Elle pouvait amener une personne à acheter un piano, alors qu'à la base, elle n'avait pas du tout besoin de piano. Alors, l'argument, comment dire,
celui-ci socialement, c'est donc un moteur principal qui peut amener les gens à sortir leur inaction, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses en fonction de la personne qui essaye de se hisser socialement. On cherche à devenir le meilleur ou la meilleure, mais ça veut dire quoi concrètement? Il y a 3 axes principaux qui sont pas forcément incompatibles. La personne peut vouloir devenir meilleure dans son métier, ou elle peut vouloir devenir plus vertueuse, plus morale, ou elle peut vouloir devenir plus autonome. Donc, par exemple, elle veut vouloir maîtriser ses outils. Par exemple, dans nos cas à nous, donc l'analyse web, c'est je veux devenir, par exemple, certifié en utilisant les produits Adobe, par exemple. Parce que je veux devenir meilleur et je pense que je pourrais avoir une augmentation de salaire, je pourrais avoir droit à une promotion. Plus vertueux, je serai plus attiré par les recruteurs qui me contactent pour des sociétés qui portent des valeurs fortes, des valeurs qui correspondent à celles que moi je défends. Et je me sentirai plus fier de travailler pour une société qui défend les mêmes valeurs que moi, plutôt qu'une autre dont je pense que elle utilise les données à mauvais escient, par exemple. Plus autonome, alors plus autonome, c'est pouvoir dire que son succès, on ne le doit qu'à soi ou à un nombre très restreint de personnes. On pourrait faire la critique, par exemple, oui, toi, tu as réussi, mais c'est parce que tu es né dans une famille aisée et tes parents ont pu te payer de très bonnes études, alors que moi, je viens d'une classe sociale moins aisée que toi et ma réussite, je la dois qu'à moi. Donc ça peut donner à une personne la sensation d'être meilleure qu'une autre. Donc, maintenant, attardons-nous donc sur l'effet IKEA, qui est un des 2 effets et donc sur lesquels je parlais durant ma session. Alors, l'effet IKEA, un des exemples emblématiques de cet effet-là, c'est une marque américaine qui, je pense pas être très connue en Europe, qui s'appelle Betty Crocker. Cette marque-là, dans les années 50-60, donc à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, la grande idée, c'était de rendre la vie des femmes de maison, des femmes au foyer, plus facile. Donc c'est à la même époque qu'on commence à avoir l'apparition de machines à laver, de frigidaires. Et Betty Crocker, eux, ne faisaient pas électroménager. Leur idée, c'était de faire l'alimentation. C'était leur produit. Et le produit qu'ils avaient en tête, c'était de faire un mélange d'ingrédients qui permet de faire un gâteau, donc un sachet de poudre qui contient tous les ingrédients qu'il faut pour faire un gâteau. Donc vous déchirez votre sachet en papier avec la poudre du gâteau en poudre Betty Crocker. Vous versez ça dans un grand saladier et vous mélangez ça bien avec de l'eau. Vous assurez qu'il n'y ait pas de grumeaux, etc. Ensuite, vous versez donc la mixture dans un moule. Vous mettez ça dans un four qui a été préchauffé. Et une demi-heure plus tard, vous avez un gâteau. Donc l'idée, c'était que bon, ça va rencontrer un grand succès parce que les machines à laver ont un grand succès, les frigidaires ont un grand succès, donc les gâteaux en poudre doivent avoir le même genre de succès. Parce que ça participe au même mouvement, la même idée qu'on veut rendre les choses plus faciles pour les femmes dans la maison. Or, le gâteau, c'est très très mal vendu, en tout cas sous cette forme-là au début. Donc, la marque a embauché 2 psychologues et ils ont réuni un panel de consommatrices. Et donc, les psychologues les ont interviewé donc, ces consommatrices, essayé de voir qu'est-ce qui était le problème. Ils ont trouvé 2 choses. Certaines des consommatrices ont dit le problème, c'est que le gâteau a tendance à coller au moule. Et deuxièmement, le gâteau a une texture un peu bizarre. Alors, les psychologues ont donné les résultats là au laboratoire, l'équipe de recherche et développement, et ils ont trouvé que le problème venait des œufs en poudre, dans la poudre des sachets. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est donc ils ont enlevé ces œufs en poudre dans le mélange, et ils ont mis à jour leur emballage en mettant ajouté un œuf frais. Et donc, en faisant ça, ils ont réussi à résoudre donc les 2 problèmes. Donc, le gâteau ne collait plus au moule, le gâteau n'a plus une mauvaise texture, mais en même temps, ils ont permis de se démarquer de tous leurs concurrents parce que d'autres marques en même temps avaient eu à peu près la même idée. Mais elles utilisaient encore les œufs en poudre. Et là, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que le produit a commencé à très bien marcher, à se vendre comme des petits pains. Donc la blague est un peu facile, j'en conviens. Mais une autre chose s'est passée ensuite après ça. Les gens ont commencé à passer donc
à utiliser le temps gagné en utilisant ce gâteau en poudre pour passer plus de temps sur la décoration. Donc c'est comme si en fait les gens se disaient, donc avant avec l'ancienne version, c'était un gâteau pour les tricheurs. Maintenant, on peut plus faire la différence. Alors on peut m'accuser d'avoir utilisé un gâteau de tricheur. Alors ce que je vais faire pour me défendre, c'est je vais passer plus de temps sur la décoration, parce que là on peut pas dire que j'ai triché. Parce que la décoration est personnelle, j'ai écrit le nom de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Euh, donc là, on sait que c'est quelque chose de personnalisé, ça peut pas pu être acheté en magasin. Donc ça montre en fait que l'effet qu'il y a, c'est les gens en fait ont besoin d'avoir un engagement émotionnel dans la tâche qu'ils construisent, parce qu'en fait ils en retirent un sentiment de fierté. En fait, ils ont besoin d'un sentiment de fierté. C'est peut-être plus pénible de faire un gâteau, passer plus de temps sur la décoration, mais j'en retire une fierté personnelle parce que j'ai passé plus de temps, j'ai fait un effort. Et l'effet IKEA donc tire son nom du fait que, quitte à acheter un meuble, une penderie, un lit par exemple, je retirerais plus de fierté en l'ayant monté moi-même que si je l'avais acheté tout assemblé ou que si j'avais payé quelqu'un pour l'assembler moi-même. Donc ça donnait l'idée, le nom d'effet IKEA. Donc passons donc, point suivant. Donc la cote en poudre ne se vend pas, on enlève les œufs, on ajoute l'emballage. Le produit se vend comme des petits pains, les gens passent plus de temps à la décoration qu'à la cuisson. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, que les gens passaient peut-être parfois plus de temps globalement à préparer le gâteau, cuisson et déco comprises, que le temps qu'ils passaient auparavant à faire un gâteau. Donc en fait, Betty Crocker a raté en fait son coup en quelque sorte, parce qu'en fait elle cherchait à faire gagner du temps, mais en fait dans certains cas c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc l'effet qu'il y a répond aux besoins qu'ont les gens de se sentir plus autonomes. Si on a un gâteau qui est trop facile à faire, on a l'impression que c'est du travail qui est pré-mâché pour nous, quoi. Donc on s'en sent pas fier. Donc les gens ont besoin d'un sentiment, d'un engagement émotionnel dans tout ce qu'ils font. Donc maintenant, regardons l'exemple d'un cas fictif, Philippe et ses amis. Donc Philippe, il a 25 ans et il travaille à côté de ses études, il travaille pendant tous ses étés, toutes ses vacances. Pendant ce temps-là, ses amis font la fête, ils partent en vacances, mais pas lui. Et donc ses études sont dures, chères, longues, et donc il a quand même réussi à sortir diplômé, donc il est très fier de ça. Et donc il se prend à rêver donc, de la carrière qu'il va avoir avec son diplôme. Mais imaginons donc Philippe 10 ans plus tard, le progrès a rendu une bonne partie de ses connaissances obsolètes. Et donc là, ça devient vite un problème. Donc il se demande si, quitte à faire un effort, il ferait peut-être pas mieux de lutter contre le changement plutôt que d'admettre qu'il faut qu'il se reforme et qu'il désapprenne ce qu'il a appris auparavant pour pouvoir rester attractif sur le marché du travail. Donc ça, on a là en fait un effet de dotation. En fait, je vais revenir là. On a un effet donc à la base, on a un effet IKEA parce qu'en fait, il a produit un effort certain, donc il a fait des sacrifices. Il a sacrifié ses vacances pour travailler, pour gagner de l'argent pour payer ses études. Il a travaillé durement pour ses études également, pour les études, donc lire les livres, préparer les examens, etc. Et ça lui donne un sentiment de fierté. Donc ça, c'est l'effet IKEA. Mais donc, une fois qu'une partie de ses connaissances sont obsolètes, ça, c'est l'effet de dotation. Il a du mal à se détacher de cette fierté, des connaissances qu'il a acquises pendant ses études, parce qu'il a investi en étudiant et en travaillant aussi dur. Okay. Donc l'effet de dotation, attardons-nous-y un peu plus. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cas de personnes qui veulent revendre, par exemple, une voiture ou une maison trop chère. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'en fait, ils ont des souvenirs qui sont attachés donc à leur voiture. C'est peut-être leur première voiture qu'ils ont achetée,
pareil, en travaillant pendant l'été pour se payer les leçons de conduite, par exemple. Et l'effort de dotation, il est proportionnel en fait à l'effort fourni initialement. Donc, il est relié en fait à l'effet qu'il y a. Donc, plus on avait bavé, plus vous aurez un effet de dotation important. Parce que vous aurez du mal à vous débarrasser donc de cet attachement émotionnel. Mais en même temps, il faut garder en tête que le comportement du consommateur, par exemple, imaginons que Philippe, il est votre responsable marketing, par exemple, et que c'est la personne que vous cherchez à influencer. Il va avoir des idées préconçues sur le comportement des consommateurs, mais les consommateurs, leur comportement change sans se soucier de l'effort que Philippe a fourni. Ce comportement peut changer rapidement ou lentement, mais il changera indépendamment de cet effort fourni, de cet effet qu'il y a et de cet effet de dotation. Donc, ça peut être quelque chose qui est dur à gérer, mais l'effet de dotation, donc, est en fait, je pense, dans la plupart des cas, c'est la conséquence d'un effet qui est antérieur, l'effet de dotation, je veux dire. Donc, vous les reconnaissez peut-être ces deux Lascar. C'était un groupe fameux des années 90. Milli Vanilli, ils ont été créés par un producteur allemand qui a eu un peu de succès pendant les années 60, mais qui a eu sa revanche en montant des groupes qui chantent en playback. Et lui, donc, en fait, il a monté ce groupe. Et le son a éclaté quand ils ont trouvé que le groupe, en fait, c'est pas eux qui chantaient. Et Coluche avait dit à l'époque que c'était même pas eux qui dansaient non plus. Mais blague à part, il faut penser à découpler le besoin qu'on peut ressentir en tant qu'analyste web à vouloir garder tout le crédit pour nous. Donc, en découplant ce producteur, en découplant la danse, le spectacle et de la voix, il a réussi à découpler le crédit à plusieurs niveaux. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire de My Way, la fameuse chanson qui a commencé par Comme d'habitude, écrite par Claude François Jacques Revaux, connu sous le nom de Comme d'habitude. Paul Anka a réécrit les paroles en anglais. C'est pas vraiment une traduction, c'est une réécriture complète en fait des paroles en anglais. Il était chanteur lui-même, mais lui, son idée, c'était de donner cette chanson-là en anglais à Frank Sinatra pour qu'il la chante. Donc là, dans des cas comme ça, il y en a plein dans la musique. Le crédit, en fait, c'est réparti tout au long d'une chaîne où il y a plusieurs personnes qui sont toutes essentielles en fait à rendre la version de Frank Sinatra, la version anglaise, aussi célèbre qu'elle est devenue depuis. On a le même genre de chaîne de crédit entre Hussein Abdel Rassoul, qui était un porteur d'eau sur les fouilles qui ont permis de découvrir la tombe de Toutankhamon. Il est passé le coup de balai, il a trouvé la première marche par accident, la première marche qui descendait vers la tombe. Howard Carter, il était donc le directeur des fouilles. Lord Carnarvon, lui, il finançait les fouilles. Il n'avait pas la santé nécessaire pour aller en Égypte. Donc, il finançait les fouilles à la place. Mais en fait, les trois ont été essentiels dans la découverte de Toutankhamon. Donc, aucun peut dire vraiment qui a été la personne qui a découvert Toutankhamon. Et au niveau de l'analyse web, on peut dire en fait la même chose. Donc, si vous voulez avoir plus d'impact, il faut apprendre à composer avec les personnes que vous essayez, les premières décisions que vous essayez d'influencer. Vous faites vos recommandations, mais il faut vous permettre aux responsables de vous guider. Et en vous laissant vous guider, c'est comme si la personne ajoutait son œuf dans l'histoire que je racontais tout à l'heure avec Betty Crocker. Elle va se sentir plus impliquée dans les recommandations que vous donnez. Elle peut vous dire donc quels sont les défis que la compagnie auxquels elle fait face, quels sont les objectifs de la société, et en fournissant ces conseils, vous aurez un travail plus simple à faire en tant qu'analyste plutôt que partir à une chasse au Dahu où vous ne savez pas trop ce que vous allez trouver. Et le directeur général du marketing, par exemple, lui, pour fournir du soutien dans tout cet effort et s'engager à appliquer vos recommandations. Donc, récapitulons. Alban, je te coupe juste 6 2 minutes. secondes. Ouais, il reste 1 minute. Ouais. Et à 17h, du coup, il y a l'animation de l'autre sponsor d'Idomi. Là, j'en finis, c'est ma dernière slide là. Ça marche, parfait. Ouais. Donc les bases de succès pour récapituler, donc dans le digital, je pense qu'en fait on part sur de mauvaises bases. Ok, la visualisation, la narration des données, tout ça c'est bien,
mais peut-être il y a quelque chose, une autre piste à explorer. Okay. Donc le désir de se démarquer, le besoin d'autonomie, je pense que ça peut être un moteur plus puissant, une meilleure stratégie qui a prouvé son succès si on regarde des exemples passés, tels que comment la pomme de terre, par exemple, en France, a été adoptée comme quelque chose de comestible et même bon. Il y a cette idée donc du hippo, la personne qui est la mieux payée dans la société, que son opinion compte le plus, et qu'ils ont de mauvaises idées. Il faut composer avec ses preneurs de décision. Il n'y a pas de succès en tant qu'analyste sans cette coopération. Ensuite, il faut apprendre à partager ce crédit-là, donc avec ses preneurs de décision, en échange de conseils, pour que vos recommandations soient mieux alignées. Et vous aurez, je pense, un impact plus important, qui sera plus honnête que ce qu'on voit à l'heure actuelle, quelques charges de données, faire des tableaux de bord qui ne sont pas lus, mais qui permettent de démontrer au comité de direction, regardez, oui, on a fait des tableaux de bord, voilà ce qu'on fait, voilà les preuves qu'on travaille avec l'équipe de Dennis Web. Et le dernier point, c'est il faut garder en tête que forcer les gens à faire comme vous voulez, c'est ce qui est la coercition, ça marche moins bien que inspirer les gens et voir d'autres personnes faire la même chose, être inspiré et passer à l'action. Et l'émulation fait le reste, en fait, c'est la preuve sociale. Les gens voient ce qu'ils font et ce qui marche et ils ont envie de les copier. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo va passer, que vous aurez le son. Délicieux. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Non. J'appelle ça le paradis noir. Mais tu sais, c'est tout bête, hein? Voilà, donc c'est la fin de ma session. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous en avez tiré des points. N'hésitez pas à me poser des questions en dehors de la session, c'est de me trouver à l'étable entre différentes sessions, ou contactez-moi par LinkedIn ou par Twitter. Voilà. Super, merci beaucoup Alban. Du coup, je vous invite tous à rejoindre la salle principale où, ce que je disais, il y aura l'animation du sponsor d'Idomi. Merci encore Alban. De rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure.